Ok, donc super. Parce que là, j'étais en train de le chercher et le mot de passe. Non, c'est pas ça. Copier l'invitation. Voilà. Le mot, le code secret, c'est 93 56 08. Ok, bon, on a une personne en plus. Bon, en attendant, y a-t-il des questions sur le TD la semaine dernière? Évidemment, oui. Je me souviens que l'une d'entre vous voulait que nous reprenions le dernier exercice, si je ne m'abuse. Donc Anne, j'ai pas fait attention, là, vous venez de répondre oui pour qu'on reprenne ou c'était pour... Non, non, d'accord. Mais dans mon souvenir, quelqu'un voulait qu'on reprenne. Alors c'est peut-être une personne qui n'est pas encore arrivée. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voudriez reprendre, s'il vous plaît? Je cherche juste le TD et je vous dis, s'il vous plaît. Ok, très bien. Je pense que c'était sur le calcul de fréquence. Oui, c'est avec les 1 - R sur 2, les Ok, fréquences. très bien. Donc, on est d'accord que si on définit R comme la fréquence de recombinant et P la fréquence de parentaux, donc je vais plutôt les faire comme ça, c'est égal à 1, c'est-à-dire à 100%. Donc, ma population est bien composée de recombinés et de parentaux. Et la fréquence des deux doit correspondre à 100% de la population. C'est bon jusqu'à présent? Oui. Ok. Donc, on est d'accord que si on a une indépendance génétique, R est égal à P. J'ai autant de chances d'avoir des gamètes recombinés que des gamètes parentaux. D'accord. C'est bon? Oui. Parce que ça fera un quart, un quart, un quart, un quart. Oui, bah en fait, ça dépend si on fait un croisement par F1 par F1 ou un croisement avec ou si on fait un test cross. Ça, en fait, je vous l'ai dit, ne retenez pas les... Vous pouvez les retenir, mais je trouve que c'est s'embarrasser l'esprit, alors que très souvent, on vous demandera de redémontrer les choses. Et même si on ne vous demande pas, ça va quand même assez vite à redémontrer à la main. Donc, on est d'accord que maintenant, si on veut résoudre l'équation, on avait dit que bah, finalement, ça nous fait R va être égal à 1 demi. Ça revient à ça. Oui. Maintenant, si ils sont génétiquement liés, bon, en général, on devrait avoir plus de parentaux et moins de recombinés.
Donc maintenant se pose la question de comment on fait pour donc et obligatoirement on va devoir calculer une fois 100. Jusque-là, tout va bien? Oui. R, c'est la fréquence. Du coup, oui, fréquence. Oui, R, c'est la fréquence. Donc, des... R, ça va être égal au nombre de nombre de gamètes recombinés sur le nombre de gamètes totaux. Ou je vais plutôt mettre nombre total. Voilà. Donc ça, alors, est-ce qu'il faut que je repose on est d'accord qu'au cours d'une méiose, si on a deux gènes qui sont génétiquement liés, et donc physiquement liés, je vais pouvoir produire des spores recombinés, donc qui vont être à une fréquence de R sur 2 chacune. Là, ça va ou pas? Oui. Et donc, pour les parentaux, ce sera, si on reprend la formule ici, les parentaux, c'est bien égal à, pardon, moi je vais me mettre au-dessus. Donc, P, ça va être bien égal à 1 moins R. Donc, ça, ce serait pour tous les gamètes parentaux. Donc, chaque gamète parentale sera à une fréquence de 1 moins R sur 2. C'est bon? Donc P est égal à 1 moins R et comme... ok, donc ça fait 1 moins R sur 2. Ok, merci. Oui, oui, oui. Ça revient à ça. Ouais. Ok, merci. Donc, quand on faisait le test cross ici, on n'avait qu'un seul type de gamète qui était produit. Donc, finalement, c'est facile de retrouver les gamètes recombinés. Ça correspond au croisement entre ces gamètes et les gamètes recombinés. Donc, ces individus-là, on va pouvoir retrouver facilement notre R. C'est bon? Oui. OK. Maintenant, quand les choses commencent à se compliquer, c'est-à-dire quand on fait... Excusez-moi, je vais chercher de quoi effacer. Donc, c'est pour ça qu'on dit le test cross, c'est toujours facile. Maintenant, si... Alors, lui, il commence à être... Si maintenant on fait un croisement F1 par F1, en fait, on va avoir le copier-coller de ceci ici. Donc, on va bien avoir 1 moins R sur 2, 1 moins R sur 2, R sur 2 et R sur 2. À savoir, je vais bien produire des gamètes recombinés, je vais bien produire des gamètes parentaux, et chaque gamète avec cette fréquence. Donc maintenant, pour déterminer la fréquence d'apparition d'un zygote issu de la fusion entre deux gamètes qui apparaissent à une fréquence donnée, en fait, mathématiquement, c'est que je vais devoir multiplier la fréquence de chacun. Moyen mnémotechnique, quand vous faites vos croisements, on met bien souche S croisée avec la souche A, par exemple. C'est bon? Oui. Donc, on est d'accord que ensuite, ce qu'il faut faire, on va dire, je ne sais pas. Donc, on est d'accord que ici, à chaque individu va correspondre à un phénotype. Mais nous, en tant que généticien, en fait, la seule chose à laquelle nous avons accès, c'est le phénotype. Donc, en fait, on doit faire le cheminement inverse, c'est-à-dire, si j'ai un phénotype donné, il est égal à quels individus qui apparaissent avec quelle fréquence. C'est bon pour ça?
Vous avez dit, on cherche... vous pouvez redire la dernière phrase? On est d'accord que on fait de la génétique, on dit de la génétique directe, c'est-à-dire je pars du phénotype et je vais arriver au gène. Donc, mon seul point d'entrée dans le système, c'est bien le phénotype. Oui. Euh, il y a 2 caractères, vous voyez. Mais dans tous les cas, ces phénotypes sont dus à une contribution, d'une part, à un certain nombre d'individus qui sont issus de ces probabilités d'avoir cette fusion entre gamètes. On est d'accord? Oui. Donc, en fait, pour chaque phénotype, il faudrait ajouter la fréquence. Pour connaître la fréquence d'apparition d'un phénotype donné, il faut ajouter, évidemment, la fréquence du produit de chaque individu ayant ce phénotype. Ce qu'on avait fait la dernière fois. Oui. Donc, on peut arriver, donc si vous vous souvenez que dans ce cas-là, en fait, on tombe, si c'est génétiquement indépendant, on a un 9, 3, 3, 1. Bah, dans le cas de 1, en fait, c'est tout simple. Ça correspond très souvent à cette case-ci ou cette case-ci. Donc, en fait, à une fréquence de 1 moins R sur 2 multiplié par 1 moins R sur 2, donc 1 moins R sur 2, le tout au carré, qui est égal au nombre d'individus qui nous intéressent, qui possèdent ce phénotype, divisé par les individus totaux. Oui. Et donc, ça, c'était l'équation qu'on avait résolue la semaine dernière. Oui. Ensuite, évidemment, quand on a un phénotype où on a qui est composé par 3 types d'individus, bah, évidemment, ça va être la somme du produit de chaque croisement. On est d'accord? Oui. Donc voilà, on a révisé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Est-ce que ces explications vous ont permis de rafraîchir la mémoire? Ok, super. Donc on est d'accord, vu que vous êtes informaticien, on passe sous une forme d'algorithme, c'est-à-dire je teste première hypothèse, on va faire, alors vous c'est plutôt sous forme de, hop là, première hypothèse, oui, mais sauf que vous ne voyez pas. Là. Donc on est d'accord que là, ce qu'on avait vu en termes de démarche, c'était, et en fait les deux approches revenaient au même, soit on décide de traiter indépendamment chacun des phénotypes pour savoir si le phénotype mutant d'intérêt est dû à un ou plusieurs gènes mutés. Donc évidemment, si pour un des phénotypes, vous trouvez déjà que le phénotype muté est dû à 2 gènes, évidemment, quand on va combiner l'étude des caractères, on va partir sur déjà 3 gènes. Donc l'hypothèse de un seul mutant et cette mutation a un effet pléiotrope, on peut l'oublier. Donc l'idée, c'est soit on traite chaque phénotype, chaque caractère indépendamment, moi c'est ce que je vous aviserai, soit vous êtes un peu plus ambitieux et vous dites, bah, je pars sur, j'analyse tous les phénotypes ensemble, et dans ce cas-là, mon hypothèse la plus simple, c'est un seul gène muté. Donc ça, c'est un seul gène muté. Alors après, c'est vous qui choisissez. Soit c'est pour un caractère, soit c'est pour les 2 caractères, ou le plus. Donc sous-entendu, ici, vous supposez que on a un effet pléiotrope. Et j'écris super mal. Je vais changer. Ouais, il est mieux.
Et donc là, c'est le cas de la pléiotropie. Souvenez-vous, moyen mémotechnique, l'anneau de Sauron, 1 pour tous les gouverner. Vous ne me racontez pas ça sur une copie, mais c'est un moyen mémotechnique. Donc l'idée, c'est qu'un gène peut avoir, le produit d'un gène peut avoir plusieurs fonctions, ou même s'il a une seule fonction, cette fonction peut être requise à différents moments ou à différents endroits. Donc ça revient bien à finalement regarder plusieurs caractères, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Donc là, ici, en fait, c'est, pour vous, 0, ce serait, en fait, je vois qu'il y a des phénotypes qui sont différents des phénotypes des parents. Donc là, clairement, on écarte. Si ce n'est pas le cas, donc finalement, j'ai que des phénotypes parentaux, dans ce cas-là, vous gardez l'hypothèse. Si vous avez écarté l'hypothèse, de toute façon, vous allez devoir repartir sur, il y a au moins 2 gènes. Alors, est-ce que c'est un gène par caractère? Donc finalement, ça revient à revenir là. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez directement aussi partir sur un seul gène, mais une fois que vous avez défini que pour chaque caractère, vous aviez un gène, se pose la question, est-ce que c'est le même gène qui est muté? Donc finalement, ça revient au même. Donc maintenant, si on a 2 gènes, donc la première hypothèse qu'on teste, c'est est-ce qu'ils sont génétiquement indépendants? Donc le cas positif, ce serait, on a autant de gamètes parentaux, que de gamètes recombinés. Souvenez-vous, ceci en termes de génétique, on verra la semaine prochaine que ce n'est pas le cas chez la drosophile, mais en tout cas, en dehors de la drosophile, ça veut dire qu'obligatoirement, vous allez devoir marquer le génotype ainsi avec les 3 petits points. Sous-entendant, je ne peux pas distinguer si c'est 2 gènes qui sont sur 2 chromosomes différents ou si c'est 2 gènes, ou si c'est 2 gènes localisés sur le même chromosome. Ça, je suis incapable de distinguer. Si ce n'est pas le cas, je passe directement à... oui, si, c'est bon. Génétiquement et physiquement liés. Et ça, alors là, il n'y a pas de 0 ou 1. Il faut obligatoirement calculer la distance. Et on a vu que la distance, c'était la fréquence de recombinant multipliée par 100. Donc, souvenez-vous, si c'est une fréquence, c'est un nombre sur un total. Donc, c'est aussi valable pour vos phénotypes, évidemment. Vos phénotypes, en fait, sont le reflet de, indirectement, la production de ces gamètes. Et c'est ce qu'on recherche. Et donc là, on a vu comment on calculait cette distance. Donc là, après cette distance, c'est soit on est chez la levure, Saccharomyces cerevisiae, et là, c'est relativement simple. On l'avait vu lors du TD précédent, et on va le revoir parce que si vous avez un peu jeté un coup d'œil sur le nouveau TD, en fait, le début, c'est exactement le même que l'ancien. Voilà. Donc, en gros, on ne va pas revenir dessus. Du moins, si, on pourra éventuellement vite fait revenir dessus, mais normalement, c'est bon. Donc là, finalement, ça, c'est les produits de méiose qui sont directement analysés. Par contre, si c'est une autre espèce, donc si c'est chez des diploïdes, là, il va y avoir 2 moyens de tester, soit via le test cross, et on a vu que c'était relativement facile, soit là, ce que nous venons de voir, avec le croisement F1 par F1. Et là, qui est beaucoup plus compliqué et qui passe par, on a vu la multiplication des fréquences de gamètes. Est-ce qu'on peut tout avoir?
C'est bon pour tout le monde, du coup, là, l'algorithme? En fait, ça doit être votre mode de raisonnement. Monsieur, la flèche à gauche, vous avez écrit quoi, s'il vous plaît? La flèche à gauche, ici? Et au-dessus, SC, C'est Saccharomyces cerevisiae. merci. Et en dessous, Levure. vous avez écrit quoi, monsieur, s'il vous plaît? Ça va être les produits de méiose. Donc, en fait, si vous préférez, ça va être l'analyse de la méiose. C'est vrai que j'écris très, très mal. Merci. Et donc là, évidemment, en termes, vu que pour faire le pendant avec ici, là, évidemment, vous savez que votre génotype, vous l'écrivez ainsi. C'est bon pour tout le monde? Oui. OK. On est parti pour le nouveau TD, mais vous allez voir, ça va aller relativement vite. Vu que la première partie, on l'a déjà faite. Donc la première partie, je vous invite à regarder le TD 5. Pour la première question, on l'avait déjà fait. Et en fait, on avait sorti que, alors, donc pour rappel, on va quand même lire. Donc, suite à la mutagenèse d'une souche haploïde sauvage de la levure Saccharomyces cerevisiae, 3 mutants indépendants notés M1, M2 et M3 ont été isolés. Ces derniers sont incapables de consommer le galactose, contrairement à la souche S. Les souches S, M1, M2 et M3 sont toutes de signes sexuels mat1. Donc, on a S qui est de phénotype Gal+, M1, M2 et M3 qui sont de phénotype Gal-. OK. On nous avait dit que l'analyse des produits de méiose des diploïdes générés en croisant chacune des souches M1 et M2 avec la souche sauvage S' mat-alpha révèle que pour chacun des deux croisements, 50% des spores sont de phénotype Gal+, et 50% des spores sont de phénotype Gal-. Donc, on nous dit que M1 et M2, en fait, on a un seul gène muté pour le caractère galactose. Vu qu'on a une ségrégation de 2, donc ça correspond clairement à la situation où on a bien un seul gène qui est muté pour le caractère d'intérêt. Pour M3, on avait vu que là, la quantité de spores Gal+ et la quantité de spores Gal- étaient différentes. Et si vous vous souvenez, on avait réussi à calculer une distance entre les deux gènes. Donc là, clairement, on a deux gènes. C'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'était ce qu'on avait vu lors du TD5. Enfin, le 5 bis, le 5. Donc on nous dit, profitant du brassage génétique résultant des croisements entre chaque mutant et la souche S', des souches mutants M1', M2' et M3' de signes sexuels mat-alpha ont été récupérées. Donc là, c'est le dernier grand type de croisement que nous allons voir cette année, à savoir, je vais croiser entre eux des mutants et donc évidemment, chez la levure, il faut qu'ils soient de signes sexuels différents, opposés. Donc là, les M étaient de signes sexuels mat A et les M', en fait, on veut qu'ils soient de signes sexuels opposés, donc mat alpha. Donc ceci a permis de réaliser des croisements entre tous les mutants. Les résultats de ces croisements sont résumés dans le tableau ci-dessous. Donc je vais être obligé de reproduire le tableau. Donc S, M3, M2 et M1.
À chaque fois, évidemment, pourquoi, c'est pour quelle raison, hein. C'est pas un pour faire la complémentation fonctionnelle. Oui, mais pourquoi vous voulez faire de la complémentation fonctionnelle? Et qu'est-ce que ça signifie une complémentation fonctionnelle? J'ai un gène qui est muté. Et par ailleurs, dans la souche M3, j'ai 2 gènes qui sont mutés. Et là, si j'ai encore plus de possibilités, je pourrais me poser la question, est-ce que c'est au moins un des gènes mutés chez M1 ou M2, ou est-ce que c'est d'autres gènes? Donc, souvenez-vous, si le but de la génétique, c'est... Donc là, par exemple, on s'intéresse à la dégradation du galactose. Donc, souvenez-vous, je vous ai dit, une façon métaphorique de voir le vivant, c'est d'imaginer que c'est un film. Et en fait, qu'est-ce que c'est un généticien? Il a plein de bobines du même film, il a plein de copies. Et puis, en fait, ces bobines, le problème, c'est qu'il les a coupées. Alors, soit j'ai une bobine où j'ai une interruption ici, j'ai une bobine où j'ai une interruption ici, j'ai une bobine où j'ai une interruption ici, j'ai une bobine où j'ai une interruption ici. Mais il se pourrait que j'ai une bobine où j'ai aussi l'interaction ici, une autre où j'ai l'interruption ici, une autre interruption ici, une autre interruption ici. Vous êtes d'accord avec moi que le moteur, la fainéantise étant l'un des moteurs de l'humanité, vous n'avez pas envie de perdre votre temps à travailler sur 2 bobines qui, en fait, sont le même événement. Donc, en fait, le test de complémentation fonctionnelle, car effectivement, quand vous croisez des mutants entre eux, c'est potentiellement un TCF. On va voir la condition qui doit être remplie pour définir si c'est un TCF ou pas. Mais l'idée est au final, donc c'était bien ce que nous précisait Noé, à savoir si on est muté sur un même gène ou pas, c'est en fait, on veut réduire notre effort à ces étapes précises. Alors après, je ne dis pas que d'avoir plein d'étapes, plein de mutations pour une même étape, ce n'est pas inintéressant. Et pour peu qu'on considère qu'une étape est médiée par un seul gène. Pourquoi? Souvenez-vous, on en revient à mon histoire de Pac-Man. Suivant, plus vous accumulez de mutations, plus vous pouvez avoir une idée de la structure de votre protéine, à savoir, est-ce que la mutation touche un ou plusieurs résidus qui sont essentiels à l'activité de la protéine d'intérêt, si c'est une protéine. Mais si c'est, par exemple, un micro-ARN ou un ARN non codant, ça marche aussi, parce qu'en fait, tout est basé quand même sur la séquence. Sauf que là, ce sera la séquence d'ARN et pas la séquence en acide aminé. Donc, c'est bon pour tout le monde. Le but de la complémentation fonctionnelle, c'est effectivement la réponse de Noé, à savoir, est-ce que des souches partagent le même gène muté? Alors après, attention, on parle de complémentation fonctionnelle. Donc ce qui est important, c'est la fonction. Sous-entendu, si vous imaginez que ici, j'ai le produit d'un gène qui possède 2 fonctions, vous êtes d'accord que si j'ai un mutant
pourtant ça va être des mutants du même gène, mais si j'ai un mutant qui touche cette fonction et que j'ajoute via un croisement, bon, je n'ai pas pris le meilleur Pac-Man à dessiner. Là, vous êtes d'accord que si j'ajoute ces deux Pac-Man, au final, j'ai bien toutes les fonctions de la protéine. Pourtant, j'ai des mutants de chacune des fonctions. C'est bon cette idée ou pas? C'est pour ça qu'on parle de complémentation fonctionnelle. Ce qui nous intéresse, c'est une fonction donnée. Si une protéine a deux fonctions, si vous avez des mutants pour chacune des fonctions, si vous faites un croisement entre ces mutants, il y aura une complémentation fonctionnelle. Mais auparavant, il faut qu'une il faut un prérequis. Il faut qu'une condition soit remplie. Laquelle? Alors, si je vous dis que, si vous regardez le tableau, oui, très bien, Anne. Effectivement, le phénotype muté doit être récessif par rapport au phénotype sauvage. Si vous regardez le tableau, en fait, les croisements entre mutants, ça s'arrête ici. Par contre, là, on a des croisements qui sont faits avec la souche sauvage, et en fait, c'est les premiers croisements qu'il faut analyser. Donc maintenant, à quoi correspond C- et C+? On nous dit que plus, ça signifie qu'on est de phénotype Gal+, donc de phénotype sauvage, et moins, on est de phénotype Gal-, donc de phénotype mutant. Donc, la complémentation fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? L'idée est la suivante. Donc, je voulais un peu... c'était peut-être un peu compréhensible avec mes Pac-Man que j'ai effacés. Mais on va imaginer, donc par exemple, moi au laboratoire, j'ai fait de la complémentation fonctionnelle pour réparer un instrument au labo. Comment j'ai fait? J'avais, en fait, j'avais des appareils pour anesthésier les mouches, où finalement, en termes de circuit électrique, j'ai que deux composants. Sauf que pour un de mes appareils, j'avais ce composant qui était HS, et pour l'autre, j'avais ce composant qui était HS. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté les deux appareils, et les deux sont reliés électriquement. Donc finalement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ceci, j'ai démonté les appareils et j'ai relié ainsi. Et comme ça, j'ai réparé mon appareil. En fait, la complémentation fonctionnelle, ça revient à ça. Je m'explique d'un point de vue génétique. Imaginons qu'on a deux gènes. Et donc, évidemment, ici, l'idée est que quand je vais croiser des mutants entre eux, je vais produire des individus qui seront hétérozygotes, à savoir donc 1 est requis pour cette étape, B est requis pour cette étape. En fait, la question est, quand je suis dans cette situation, est-ce que je passe l'étape A et est-ce que je passe l'étape B? Oui, Raphaël, c'est ça. On en revient à cette idée de chaîne d'événements. À chaque fois, on se pose la question, est-ce que ici, je passe cette étape? Est-ce qu'on vient à se poser la question, vu que je suis chez un hétérozygote, est-ce que j'ai suffisamment de produits sauvages pour exercer cette fonction?
ça correspond à quoi? Non. Vous comprenez pourquoi il faut que vos deux phénotypes mutants soient récessifs. C'est bon pour tout le monde? Ou plutôt, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, c'est fait pour ça, le TD. C'est quoi les flèches en bas? Ah, les flèches en bas, c'est par exemple si on imagine galactose et pour aller au carbone. C'est bon, Anne? C'est toujours sur mon idée de la vie est un film et puis en génétique, on s'amuse à avoir des bobines qui sont coupées à différents endroits. Donc, vu que vous aimez bien les algorithmes, étape 1, c'est dominance-récessivité. Si le phénotype mutant il est récessif, je peux continuer le test de... Alors, attendez. Bon, on va tourner de page. Je peux changer? Quoique non, j'ai besoin de ça. Je vais écrire en haut. On avait fait des tests de déterminer le nombre de gènes qui étaient mutés pour un caractère donné dans une souche. Est-ce que c'était une information importante pour ce but? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? On est d'accord que jusqu'à présent, on a vu deux types de croisements. Un test de dominance-récessivité qui pouvait se transformer chez les espèces dont la détermination du sexe est chromosomique en également de tests de liaison au chromosome sexuel. Et ensuite, on essayait de déterminer si le phénotype mutant était dû à un ou plusieurs gènes mutés pour les caractères étudiés. On est d'accord. Mais chez la levure, comment vous faites pour définir si le phénotype est dû à un ou plusieurs gènes mutés? On en a reparlé tout à l'heure. Même quelqu'un m'a demandé de le réécrire parce que ce n'était pas suffisamment gros. En fait, en soi, on fait juste une analyse de méiose. Donc, le phénotype dominant ou récessif, on s'en fout chez la levure. On s'en fout tant qu'on ne fait pas un test de complémentation fonctionnelle. Donc, en fait, toujours la première chose, c'est le test de dominance. Et donc, si le phénotype mutant est récessif, on continue l'analyse. On va pour le TCF. Si le phénotype mutant est dominant, le phénotype est écarté. Vous ne pouvez pas analyser un test de complémentation fonctionnelle avec un tel mutant. Je m'explique. Ici, on est d'accord que si on imagine que, par exemple, le mutant A a un phénotype dominant, bah, ça veut bien dire que mon étape ici est bloquée. Donc, je pourrais faire n'importe quoi à côté, je n'aurai jamais une compensation. Donc, de toute façon, j'aurai toujours le phénotype mutant. Donc, je ne pourrais pas conclure que j'ai eu une compensation. C'est bon pour quoi? Une complémentation fonctionnelle. C'est bon pour tout le monde? Toujours, c'est d'analyser vos croisements sauvages par mutant. Donc, allez, pour s'amuser, je vais prendre le cas du mutant 4'. Donc, si ici,
c'est moins, ben, je peux vous prédire que partout, ce sera moins. Alors bon, on est de plus en plus gentil. Mais ne vous fiez pas au moins et au plus. C'est pour ça que, bon, je l'ai effacé ici, mais il faut toujours convertir en est-ce que c'est le phénotype sauvage ou le phénotype mutant. Donc là, en fait, on est d'accord, je vous ai montré le cas où j'avais une complémentation fonctionnelle. Que ben, finalement, ACB. Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que finalement, je teste si A et B, finalement, je teste est-ce que je suis homozygote mutant. Donc, un test de complémentation fonctionnelle, c'est est-ce que j'ai deux gènes mutés ou le même gène muté. Évidemment, si je suis homozygote mutant, je devrais avoir le phénotype mutant. Et ici, je devrais avoir le phénotype sauvage. Donc, c'est ce que nous avait dit, c'est les prédictions de Raphaël. C'est bon pour tout le monde? OK. Donc maintenant, on est d'accord, ici, on voit que pour ces trois souches, j'ai un phénotype sauvage, donc j'en compte pour phénotype sauvage, donc je peux inclure ces mutants dans mon analyse, c'est-à-dire que sont analysables. Donc ensuite, comment je réalise mon test de complémentation? Ben, en fait, je vais pouvoir définir ce qu'on avait appelé des groupes de complémentation, mais vous, dans votre esprit, il faut que vous reteniez que c'est de non-complémentation. En fait, ce qui nous intéresse, c'est une absence de complémentation fonctionnelle, c'est-à-dire d'être dans cette situation-là. Je suis muté sur le même gène, donc ça revient à être homozygote mutant de type récessif. Donc, je peux définir un premier groupe 1, dans lequel j'ai, alors je regarde, on définit avec un gène, M1, est-ce que j'ai complémentation fonctionnelle entre M1 et M2? Pardon. Oui. Donc, ça veut dire obligatoirement que M2 est muté sur un autre gène. Donc, il appartient à un deuxième. Donc là, en fait, les groupes, ça va correspondre à un même gène muté. Donc, on est d'accord, M1 et M2 complémentent entre eux, donc ils ne sont pas mutés sur le même gène. On continue. M1, finalement, il complémente aussi. Qu'est-ce qui se passe avec M3? J'ai une complémentation ou j'ai une absence de complémentation? Et du coup, qu'est-ce que j'en conclus? Absence de complémentation, d'accord. Et donc, du coup, il appartient à quel groupe? Oui, muté sur même gène. Alors, du coup, il appartient à quel groupe? Groupe 1, on est d'accord. Très bien. Ensuite, donc là, j'ai fini d'analyser la première série de croisements. Analysons la deuxième série de croisements. M2 croisé avec M1, ça complémente. M2' croisé avec M3, là, j'ai à nouveau une absence de complémentation.
Donc, finalement, M3 est également muté pour le même gène que M2. C'est bon pour tout le monde, cette interprétation, ou pas? Donc, effectivement, Anne va vite en besogne. M3, c'est un double mutant. Il est muté sur 2 gènes. Pardon, c'est le BIP, c'est pas Anne. Alors, vous pouvez répéter. On est d'accord? Vous pouvez répéter. Donc, pourquoi M3 est dans le groupe M2? C'est ça? Donc, si on regarde, M2', c'est la même chose que M2, on est d'accord? C'est juste le sexe qui a changé. Ici, quand je croise M2 et M3, j'ai un phénotype mutant. Donc, ça revient à être homozygote mutant. Donc, finalement, à être muté pour les mêmes gènes. Donc, M3 appartient au même groupe de complémentation que M2, donc le groupe 2. Donc maintenant, si on fait le bilan, on s'aperçoit que M1 et M2 sont bien mutés sur 2 gènes différents. En revanche, M3, lui, il est muté sur 2 gènes, le même gène que M1 et le même gène que M2. Donc, M3, c'est un double mutant. OK. Donc, du coup, alors, après, on vérifie avec M3. M3, regardez, bon, M3 par M3, c'est normal que... Alors ça aussi, c'est éventuellement une astuce. Alors, je vais pas le mettre, je vais plutôt le mettre sous la forme d'un... j'ai changé de couleur. Éventuellement, quand vous avez un TCF, si vous avez l'opportunité d'avoir un croisement, le résultat du croisement de mutants être normalement le signe correspondant à une absence de complémentation fonctionnelle, vu que vous êtes homozygote mutant. Alors, pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Imaginez qu'on soit dans le cas d'un... par exemple, on pourrait dire plus, c'est une résistance, moins, c'est une sensibilité. Je devrais tout inverser. Le moins, ce serait un plus. Donc, faites attention aux signes. Les signes ne sont pas obligatoirement... c'est pas parce que vous avez un moins que vous avez toujours une absence de complémentation fonctionnelle. Ça marche quand c'est une paire de fonctions phénotypiques. Si c'est un gain de fonction phénotypique, toutes les choses vont être inversées. Donc, raisonnez toujours le type homozygote mutant. Et le signe, c'est le signe indiqué va correspondre à une absence de complémentation fonctionnelle. C'est bon pour tout le monde, ce point? Avant, on n'était pas gentil. Ça, si les étudiants n'étaient pas attentifs et qu'ils avaient retenu que c'était uniquement le moins qui était une absence de complémentation fonctionnelle, ils tombaient en plein dans le panneau. Donc maintenant, en général, ce qu'on fait, c'est on met plutôt mutant, sauvage, etc., etc. C'est bon pour tout le monde? Donc, on nous demandait, est-ce que ces résultats sont cohérents avec... C'est de la question 1, ça on ne l'a même pas corrigé, super. Donc, avec les résultats de la question précédente, la réponse est oui. Souvenez-vous, on avait défini que dans le cas de M3, c'était un double mutant et qu'on avait été capable de calculer une distance. Donc, en fait, là, l'intérêt du... Donc, dans mon souvenir, quelqu'un avait proposé... avait fait cette proposition. Oui, c'était Raphaël qui nous disait que le but du test de
du test de complémentation fonctionnelle, c'est de déterminer l'unité de cette analyse que la dégradation du carbone requiert le produit que de 2 gènes. Ok, super. Donc, on est d'accord que à l'issue de cette analyse, on peut dire que la dégradation du carbone requiert au moins 2 gènes. Vous ne pouvez pas exclure qu'il n'y en a pas plus, mais vous savez au moins qu'il y en a 2. C'est bon pour tout le monde? Alors, Raphaël, vous n'avez pas compris quoi? Alors, Anne, vous n'avez pas non plus compris? Ok. Raphaël, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous n'avez pas compris? Alors, est-ce qu'on vous a spécifié en quelque part que l'on avait réalisé une mutagénèse à saturation? Je ne sais pas si M. Gomer vous a défini ce qu'était de saturer un génome avec des mutations. Et ce n'est pas la dégradation du carbone, c'est celle du galactose. Les autres, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, par exemple, qu'on a saturé un génome avec des mutations? Donc, en fait, quand vous faites une mutagénèse, c'est en général ce que vous essayez d'atteindre. Donc, l'idée de la saturation, c'est d'être sûr que vous avez au moins un mutant par gène du génome. Alors, comment on le sait? Bon, c'est des grosses approximations. Surtout, imaginez, on a fait des mutagénèses bien avant de connaître le nombre de gènes dans un génome. Donc, en gros, si on a criblé énormément d'événements et on considère qu'en ayant criblé autant d'événements, potentiellement, on a au moins un mutant pour chaque gène du génome. Donc là, si on ne vous l'a pas indiqué, et quand bien même on vous l'aurait indiqué, vu que c'est une approche statistique, donc qui est toujours avec un seuil de tolérance à l'incertitude, on est d'accord que la version la plus prudente, c'est si jamais on vous pose la question combien de gènes sont impliqués dans le processus de dégradation du galactose, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a que 2 gènes qui sont impliqués. Là, vous en avez isolé 2, mais au niveau du génome dans sa totalité, vous n'en savez rien. Donc, c'est beaucoup plus précautionneux de dire que vous avez au moins 2 gènes qui sont impliqués dans ce processus. Donc, c'est bon pour tout le monde, le test de complémentation fonctionnelle. Donc là, c'est vraiment un tout petit. On pourra s'amuser à vous faire... Si le prochain TD est défini, je le mettrai prochainement sur Moodle. Mais de complémentation, donc l'idée, c'est justement de définir le nombre de groupes. Et après avoir défini ce nombre de groupes, c'est combien a-t-on au moins de gènes impliqués dans le processus qu'on étudie. Ok, parfait. Donc la dernière question, la question 3, vu qu'on a le temps, on est d'accord, je vous lâche à 20, c'est ça? Ok. Donc, on nous dit, pour réaliser les croisements entre souches haploïdes et récupérer des colonies des cellules diploïdes à analyser, il faut utiliser un milieu permettant de sélectionner les diploïdes et contre-sélectionner les haploïdes. Proposer une astuce génétique utilisant des auxotrophies pour réaliser ces sélections et contre-sélections. Donc on est d'accord, l'idée c'est, j'ai une souche A qui est haploïde,
On va faire avec la souche sauvage, ce sera plus simple. Bon, sauf que ici on l'appelait S, je crois, oui. Et donc on est d'accord que ici, l'idée c'est de produire des individus diploïdes. Sauf que, si vous vous souvenez des croisements, et donc ça, vous les ferez en TP, l'idée est, ma souche A, je vais récupérer une colonie, je vais la mettre dans un tube, même chose pour la souche S, et puis, sur une nouvelle boîte, à un point donné, je vais mettre une goutte de A et une goutte de S. Donc, on est d'accord que dans cette goutte, je vais avoir des individus A, des individus S et des diploïdes. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que si je veux avoir que des diploïdes, je veux me débrouiller pour tuer les souches A et S. Et on nous dit qu'une astuce, ce serait de passer par... Donc là, on veut que A et S, on n'ait pas de colonie. Pourquoi? Parce qu'elles sont auxotrophes. Alors que les diploïdes, eux, seront prototrophes. Alors, Romain, ça fait un chemou après. Oui, là, ici, l'idée, c'est de produire des chemous. Mais les chemous, imaginez, bon, à l'époque où vous sortiez, on pense que vous scoriez, c'est la même chose pour les chemous. En fait, il faut avoir une proximité et puis se reconnaître et s'intéresser mutuellement. Donc, on ne fait pas un chemou à chaque fois. Romain. Raphaël, on peut déjà faire un cri positif pour éliminer les A. Ouais, mais n'empêche qu'on a toujours un mélange entre les diploïdes et les S. Et qu'on est feignant. Donc, alors, quand vous dites on peut toujours faire un cri positif pour éliminer les A, mais pourquoi? Pourquoi vous me dites ça? En fait, votre premier un crible positif. Alors, si, oui, là, on est avec des mutations fonctions phénotypiques. Donc, on oublie les cribles positifs. Donc là, oui, ça revient à faire un crible positif, mais on veut éliminer A et S, pas que A. Alors, je vais peut-être vous mettre sur la voie. De quoi avons-nous parlé précédemment? Oui, mais comment vous avez su, comment vous avez déterminé que c'était permis de produire les diploïdes? Et comment vous l'avez déterminé? C'est en faisant un test, donc là, vu qu'on était avec une paire de fonctions phénotypiques, en faisant un crible négatif sur les diploïdes.
mais il fallait savoir que les levures que vous avez sur votre boîte sont uniquement des diploïdes. Alors, ce n'est pas des mutations récessives. Effectivement, c'est la bonne idée. C'est bon, tout le monde a compris, Romain, ou pas? Donc, je sens qu'il y a un private joke. Alors, joueur toulousain, pour moi, c'est joueur de rugby. Et je pense qu'on s'égare. Donc, je vous laisse à vos private jokes. Mais effectivement, l'idée est bonne. Donc, en général, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir, donc là, pour le caractère qui nous intéresse, galactose, on va avoir les mutations qui nous intéressent. Pardon. Et donc, Romain nous proposait d'avoir des mutants qui confèrent des phénotypes récessifs, et on nous a dit que c'était à voir avec l'oxotrophie. Donc, on pourrait dire, par exemple, allez, on va faire leucine et tryptophane. Et je n'ai pas embêté, j'ai appelé L et T. Et donc là, l'idée, ce serait L-, tryptophane plus, L+, tryptophane-. Donc, on est d'accord que si on forme un diploïde, on sera L- sur L+, tryptophane plus, tryptophane-, A- sur A+, sachant que nous, on n'est intéressé que par ça. Donc nous, là, ici, on se pose la question, est-ce que le phénotype mutant est récessif ou dominant par rapport au phénotype sauvage? Par contre, ici, on le sait. L'idée, c'est que si ici, le phénotype est récessif, on est d'accord que ces individus vont survivre sur quel type de milieu? Alors, tout à l'heure, on nous parlait de faire des cribles. Donc, retour au grand classique de la levure. Sur quel milieu allez-vous sélectionner ces individus? C'est une bonne piqûre de rappel par rapport au deuxième TD. Mais je vous ai dit, ça, c'est le BABA chez la levure. Vous aurez toujours des questions autour de quelle doit être la composition du milieu pour sélectionner les levures. Alors, Raphaël, M0 plus leucine plus tryptophane plus GAL. Alors, plus GAL, ça ne s'écrirait pas comme ça. Alors, M0 GAL, en fait, ce serait pour tester ceci. Là, pour le moment, on veut avoir les diploïdes en premier avant de les tester sur un milieu M0 GAL. Donc, il faut que je sois sur un milieu qui soit favorable. Donc, effectivement, M0. Alors, pour le moment, il n'y a que Noé et Romain qui m'ont donné la bonne réponse. Pourquoi? Si je suis sur un milieu M0, qu'est-ce qui va se passer? Sur un milieu M0, ma souche qui est le moins T plus A moins, elle, en fait, elle devrait être viable sur un milieu M0 plus leucine. Ce n'est pas le cas
Donc, elle, hop là, elle est morte. Deuxième souche, si j'ai des haploïdes de la souche sauvage, eux, pour survivre, il faudrait qu'ils soient sur un milieu M0 plus tryptophane. Je n'ai pas de tryptophane, ils meurent. Mes diploïdes, je ne recrée pas le génotype. Hein. On est d'accord? Vu que ici les phénotypes sont récessifs, j'ai bien complémentation. Quoi, j'ai pas, c'est pas vraiment de la c'est pas de la complémentation fonctionnelle, mais ça revient à la même idée, dans le sens où ici ces individus sont capables de survivre, vu que le phénotype est récessif, c'est-à-dire que le produit de l'allèle sauvage est suffisant pour assurer la prototrophie. Le produit de l'allèle sauvage tryptophane plus est suffisant pour assurer la fonction de synthèse du tryptophane. Donc, le diploïde, ici, il survit, et ici, j'en sais rien, mais vu que je suis en M0, tout passe. Donc, lui, il survit, c'est le seul qui est présent. C'est bon pour tout le monde? Donc ça, en fait, quand on fait des croisements de sauvages par diploïdes, des croisements entre lignées haploïdes, il faut toujours penser à comment on va sélectionner les diploïdes. Et donc, l'astuce utilisée, voilà. Donc, M0, c'est pour sélectionner les diploïdes, effectivement. Et ensuite, ces diploïdes, on va les faire passer sur milieu M0 gal. Et là, je vous écoute. Si j'observe des colonies, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux en conclure? Si je n'observe pas de colonies, que puis-je dire? Si j'observe des colonies, que puis-je dire? Alors, pas de colonies. Ça signifie que, en fait, avoir pour assurer la fonction. Donc, on dit qu'effectivement, le phénotype mutant est dominant par rapport au phénotype sauvage. Inversement, si on observe des colonies, sauvages, est suffisant. Donc ensuite, Romain, muté et A, on a vu qu'il pardon. Alors, A, oui, ou si vous préférez M1. Donc là, on part sur l'exemple le plus simple, un seul gène. C'est toujours plus simple de partir sur l'hypothèse la plus parcimonieuse, donc ici un seul gène. C'est bon, Romain, ou pas? Là, ce n'est pas un TCF. Hein. Un TCF, c'est quand on croise des mutants entre eux. Et encore, il faut un prérequis, à savoir le phénotype de ces mutants. Et donc, et aussi chose importante pour le TCF, c'est évidemment phénotype, vous croisez des mutants entre eux, mais c'est des mutants qui doivent avoir le même phénotype. Après, on pourrait croiser des mutants entre eux qui ont des phénotypes différents, et ça, c'est ce qu'on appelle des tests d'interaction génétique. Et donc, vous, malheureusement, vous faites 506 l'année suivante ou pas? En S3. OK. Donc ça, vous le verrez en 506. En 506, on fera des croisements entre mutants qui n'ont pas obligatoirement le même phénotype et on verra comment on peut interpréter ceci. Mais là, pour cette année, on s'arrête à croisement entre mutants de même phénotype. Et donc, pour peu que ce phénotype mutant soit récessif, c'est donc un TCF avec l'idée de savoir est-ce que les gènes sont mutés sur le même gène ou pas, pour le caractère étudié, évidemment.
Et à terme, ça nous permet ainsi de réduire le nombre de mutants sur lequel on va travailler à l'issue d'une mutagenèse. C'est bon pour tout le monde? Avez-vous des questions? Ok, bah, si on n'a pas de questions, bah, on se revoit la semaine prochaine. Alors, je ne sais plus, on se voit en présentiel ou en distanciel cette fois-ci? Enfin, moi, je regarde à chaque fois le vendredi. Pour présentiel. Ok, parfait. Donc, à la bonne semaine et à la semaine prochaine. Et puis, bon week-end qui sera un peu prolongé cette fois-ci.